Madame la ministre, chère Roselyne, Mesdames, Messieurs, vos titres et fonctions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Claude Grison. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir ici dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, mais aussi derrière vos écrans, pour la leçon inaugurale de Madame Claude Grison, qui a été élue par l'Assemblée des professeurs sur la chaire annuelle Avenir commun durable. La plupart d'entre vous savez, cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom, lancée en 2021 par les professeurs du Collège de France. Et je voudrais surtout mentionner mes collègues Jean-Marie Tarascon et Marc Fontcave, qui ont été à l'origine de cette initiative, auxquelles se sont joints bien d'autres collègues ensuite. Consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique, cette chaire accueille chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche dans ce domaine. Elle bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses grands mécènes, la Fondation Covea et Total Énergie. Et je voudrais saluer également les représentants de ces mécènes qui se sont déplacés ce soir. Cette année, l'accent sera mis sur le danger de l'effondrement de la biodiversité. Cet effondrement est, entre autres, une des conséquences d'une conception un peu utilitariste de la nature, de la flore et de la faune. Et cette approche utilitariste trouve en partie ses racines, vous allez le deviner, dans une certaine compréhension du premier chapitre de la Bible, où la divinité dit au couple humain de soumettre et de dominer la terre avec tout ce qu'elle comporte. Cet ordre a souvent été compris comme la légitimation d'une exploitation sauvage, avec les risques et les atteintes à la biodiversité que l'on connaît. Face à l'effondrement de la biodiversité, il faut explorer des solutions qui relèvent de l'écologie globale, qui s'appuient sur la recherche de phytotechnologies permettant de protéger, voire même de restaurer des écosystèmes dégradés et pollués. Il s'agit donc de s'appuyer sur une chimie durable qui repose sur les piliers du développement durable pour résoudre des problèmes environnementaux anciens, actuels et futurs. Cette chimie durable doit intégrer les enjeux socio-économiques des solutions qu'on peut envisager. Donc il faut s'affranchir des cloisons artificielles qui empêchent souvent des avancées dans la recherche et il faut combattre le préjugé selon lequel la chimie et l'écologie seraient incompatibles. Vous allez montrer que ce n'est pas le cas. Et pour ce faire, nous sommes heureux d'accueillir cette année Madame Claude Grison, qui se qualifie elle-même d'écochimiste et de chercheuse citoyenne. Claude Grison s'est formée aux universités de Nancy et de Montpellier, où elle a étudié la chimie du vivant. Elle se réoriente ensuite vers l'écologie. Après un contact avec des étudiantes, je viens lui demander, c'est vrai, ce qu'on lit sur Wikipédia, parfois il faut se méfier, mais là apparemment c'est vrai. Donc après un contact avec des étudiantes qui s'intéressaient à l'utilisation des plantes pour la dépollution. Claude Grison est actuellement directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique à Montpellier. Et je salue son équipe qui est venue de Montpellier avec 1 heure de retard ou 2 heures de retard de train, mais voilà. Vous avez fait le chemin et ça marchait. Voilà. Et donc, Claude Grison est à l'origine du concept de l'éco-catalyse qui fait émerger un nouvel axe de recherche à cheval entre l'écologie et la chimie. Il correspond à une approche globale du développement durable, débouchant aujourd'hui sur l'élaboration d'une nouvelle filière verte qui s'appuie sur la restauration écologique des écosystèmes terrestres et aquatiques pollués, la conservation des zones humides soumises au développement incontrôlé des espèces envahissantes et une valorisation chimique et économique inédite des phytotechnologies développées au service de la biodiversité. Ces activités de recherche ont conduit à la création d'entreprises comme Stratos, BioInspire et Laboratoire Bioprotection. Claude Grison est l'auteur d'environ 200 publications, que je ne vais pas tout énumérer maintenant, 47 brevets, ça c'est aussi très impressionnant. Vos travaux ont été récompensés par de nombreux prix, j'énumère quelques-uns dans l'ordre décroissant, ou disons chronologiquement décroissant. Prix de la femme d'influence économie en 2023, le prix de l'inventeur européen 2022, le prix Joannides de l'Académie des sciences 2016, le prix Homme Nature, pourquoi Homme Nature, ça pourrait être aussi Femme Nature, de la Fondation Sommer 2016, et la médaille de l'innovation du CNRS en 2014.
Vous êtes membre de l'Académie des sciences, de l'Académie nationale de pharmacie, de l'Académie européenne des sciences. Vous êtes également chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. Et je vais m'arrêter là. Donc, cher Claude Grison, nous sommes très heureux de vous accueillir ici au Collège de France et nous sommes impatients de vous entendre prononcer votre leçon inaugurale. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, Madame la ministre, chers collègues, familles et amis, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement Monsieur l'administrateur, Monsieur le professeur Jean-Marie Tarascon et l'ensemble des professeurs du Collège de France de m'avoir nommé professeur invité en 2025-2026. Il s'agit d'un double privilège de pouvoir participer aux activités de cette prestigieuse institution et d'animer la chaire Avenir commun durable, dont les ambitions sur les enjeux de la transition environnementale me passionnent. Je profite également de l'occasion pour remercier la Fondation du Collège de France, ses grands mécènes, la Fondation Covea et Total Énergie. Ce lieu de recherche et d'enseignement, ouvert à tous, témoigne d'une approche rare, celui d'une ouverture culturelle, sans limite disciplinaire, qui est idéale pour croiser les connaissances scientifiques récentes, les plus pointues, et les idées créatrices qui en découlent. Cette conception de la science permet d'ouvrir les esprits confinés sur une vision à court terme. Il n'a échappé à personne qu'il s'agit d'une nécessité très actuelle. Le diagnostic écologique planétaire se dresse devant nous comme un constat criant d'inaction collective. Permettez-moi de vous partager le témoignage de 2 jeunes enfants et de leur maman qui se sont appropriés des extraits du discours de Jacques Chirac prononcé au 4e sommet de la Terre en 2002. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement au nord comme au sud et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Notre responsabilité collective est engagée. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Nier les contraintes à long terme au nom de l'urgence n'a pas de sens. Il n'est d'autre solution que d'inventer un mode de croissance moins polluant. Nous avons devant nous des chantiers prioritaires. Le changement climatique d'abord. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. L'éradication de la pauvreté. À l'heure de la mondialisation, la persistance de la pauvreté de masse est un scandale et une aberration. La diversité biologique et la diversité culturelle, toutes 2 patrimoines communs de l'humanité, toutes 2 sont menacées. Il faut mettre au point des systèmes économes en ressources naturelles, économes en déchets, économes en pollution. L'invention du développement durable est un progrès fondamental, au service duquel nous devons mettre les avancées des sciences et des technologies, dans le respect du principe de précaution. Ces quelques phrases, qui ont déjà 25 ans, sont d'une vérité actuelle saisissante. Entre déni,
indifférence, découragement, fatigue écologique, contexte géopolitique international préoccupant, résignation face au grand recul politique et à l'immobilisme collectif, la conscience écologique s'essouffle. En 2025, une édition de l'ADEME consacrée aux représentations sociales du changement climatique était peu encourageante. Seul un quart des personnes interrogées classaient l'environnement et la transition écologique parmi les 3 questions les plus importantes à leurs yeux. Ils étaient un tiers en 2024. Et pourtant, une réelle prise de conscience est en cours. La multiplication des catastrophes naturelles, les inondations, les records de chaleur, les incendies ou les scandales sanitaires causés par la pollution sont des faits concrets qui induisent des initiatives individuelles. Elles sont indéniables. À ce titre, je me réjouis chaque année devant la motivation des futurs ingénieurs des écoles nationales supérieures de chimie et d'agronomie de toute la France, pour s'investir dans une recherche capable de construire un avenir commun durable. Je profite de l'occasion pour faire un petit clin d'œil à l'École européenne de chimie des polymères et matériaux de Strasbourg, qui m'a fait l'honneur de qualifier la promotion 2023 de promotion Claude Grison. Malgré cette prise de conscience écologique individuelle, les activités humaines responsables du phénomène restent collectivement quasiment inchangées, voire contre-productives. Les lois Duplon et la récente directive Omnibus en sont des exemples manifestes, comme si la menace était improbable ou trop éloignée. Cependant, tout n'est pas négatif. Selon un sondage de l'OFB, réalisé en juin 2025, 83% des agriculteurs français trouvent les lois sur l'environnement nécessaires et 66% souhaitent plus de contrôle. Au-delà des contrôles, que peut-on faire de constructif? Comment répondre à l'urgence écologique? Comment éviter la dégradation et l'épuisement complet des ressources nécessaires à la vie? Comment protéger notre patrimoine commun, la nature? Comment limiter l'effondrement de la biodiversité? Comment la restaurer? Comment passer à un modèle économique durable, plus socialement inclusif, plus équitable, plus respectueux de la vie? Comment prouver que la transition écologique n'est pas une contrainte, mais une chance? Quel est le rôle du chercheur face à ces questions? Pour y répondre, je vous propose de partager cette citation de von Goethe. « Il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut agir. » Pour ne pas subir le découragement ou l'éco-anxiété, la meilleure solution est l'action positive et constructive, basée sur l'objectivité scientifique et la réflexion sur le long terme. En tant que chercheur au CNRS et professeur au Collège de France, je pense avoir une chance inouïe que je souhaite partager avec vous. Notre métier consiste à réfléchir, à comprendre et à relier les connaissances émanant de domaines différents et complémentaires, à chercher et à créer des solutions face aux grands problèmes actuels, tels que celui de l'effondrement de la biodiversité et l'ensemble de ses conséquences. Mais il ne faut pas être naïf, le problème n'est pas simple. Il ne s'agit pas de questions isolées. Les causes sont nombreuses, complexes, en interaction entre elles. La recherche scientifique n'est pas simplement l'acquisition de nouvelles connaissances techniques ou technologiques. Elle doit être capable de comprendre ces problèmes dans un contexte global, en y intégrant une responsabilité intellectuelle, écologique, éthique et humaine. À l'issue de la COP15 biodiversité qui s'est tenue fin 2022 à Montréal, les gouvernements du monde entier se sont réunis
pour convenir d'un ensemble d'objectifs visant à guider l'action mondiale pour stopper et inverser l'érosion de la biodiversité. À cette occasion, 5 grands facteurs clés ont été identifiés. Le principal facteur est le changement d'usage des terres et de la mer. Cela comprend la conversion des terres, telles que les forêts, les zones humides et autres habitats naturels. Il s'agit notamment de l'artificialisation et l'utilisation intensive des espèces naturelles pour la création des infrastructures urbaines, routières, des surfaces agricoles qui conduisent à la destruction des milieux naturels, à leur fragmentation. Ce problème n'est pas seulement écologique. Selon l'OMS, 75% des maladies infectieuses émergentes sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles passent de l'animal à l'homme. Elles surviennent souvent dans des zones où les écosystèmes et les habitats ont été perturbés par la déforestation ou le changement d'affectation des terres. Depuis 1980, les émissions de gaz à effet de serre ont doublé. Le dérèglement climatique affecte déjà les espèces vivantes et les écosystèmes du monde entier. Si la situation est souvent résumée en quantité de CO2 dégagée, il faut savoir que le protoxyde d'azote est responsable de 4% des émissions, mais possède un potentiel réchauffant qui est 273 fois supérieur au CO2. Le problème n'est donc pas simple. L'exploitation des ressources naturelles a plus que triplé depuis 1970. Souvenez-vous des propos du jeune Antoine tout à l'heure. Ces données sont confirmées par le récent rapport de l'IPBES qui a révélé que la surconsommation des plantes et des animaux qui ne peuvent plus se renouveler menace non seulement la survie d'1 million d'espèces dans le monde, mais aussi les moyens de subsistance de milliards de personnes qui dépendent des espèces sauvages pour leur alimentation, leurs besoins énergétiques et leurs revenus quotidiens. La pollution, due aux activités industrielles, agricoles, domestiques, est un facteur majeur de changement de la biodiversité des écosystèmes, avec des effets dévastateurs directs sur les eaux douces, les sols, les habitats marins, mais aussi la santé humaine. Enfin, les espèces exotiques envahissantes, qu'elles soient animales, végétales ou microbiennes, se sont établies en dehors de leur habitat naturel à cause de notre maladresse. Pour un nombre croissant d'entre elles, leur prolifération est incontrôlée et anarchique. Ces espèces envahissantes ont des effets dévastateurs sur la faune et la flore indigènes, provoquant le déclin, voire l'extinction des espèces indigènes qui sont déjà en difficulté à cause des facteurs précités tels que dérèglement climatique ou pollution. Les conséquences ne sont pas seulement écologiques, elles coûtent plus de 420 milliards de dollars à l'économie mondiale chaque année. Dans un tel contexte, nous avons choisi d'orienter nos travaux vers la recherche de solutions concrètes face à 2 de ces facteurs clés, la pollution des sols et de l'eau, et le développement incontrôlé d'espèces exotiques envahissantes telles que les plantes et les insectes. Une difficulté est bien sûr l'interconnexion entre ces problèmes et la capacité à en avoir une compréhension globale et nouvelle. Il s'agit de ne pas tomber dans les biais classiques, bâtir des solutions conçues sur le court terme, car construites sur des hypothèses simplificatrices et parcellaires de son domaine initial. Une démarche monodisciplinaire n'a ainsi que peu de sens. Il me semble important de développer une interdisciplinarité de pensée, de compréhension, d'approche qui fait fi des idées toutes faites, des frontières entre les différents domaines scientifiques qui facilitent l'échange et le transfert de connaissances. Cette approche permet de combiner les différentes échelles d'études des êtres vivants. Je pense non seulement aux échelles de temps et d'espace de l'écologie scientifique, mais aussi celle du niveau d'organisation du vivant, de la communauté d'espèces
à l'échelle très fine de la molécule, c'est-à-dire de la chimie, permettant une meilleure compréhension du fonctionnement intime du vivant, y compris celui des mécanismes adaptatifs au stress qu'on lui impose. D'ailleurs, le changement d'échelle inverse est tout aussi informatif. Ainsi, le fil conducteur de nos recherches est clair. Il s'agit de développer des solutions naturelles pour restaurer des écosystèmes terrestres, aquatiques, des zones humides, en s'appuyant sur leur fonctionnement propre grâce aux connaissances conjointes de l'écologie scientifique et de la chimie du vivant. Pour rendre ces solutions durables, pérennes, il est absolument indispensable de les rendre économiquement viables. Ce défi n'est pas simple à relever, puisqu'il faut que cette valorisation économique, pour des raisons de cohérence avec les efforts écologiques, sache maîtriser son empreinte environnementale. J'espère vous démontrer ce soir qu'une chimie respectueuse de la nature et conçue sur le long terme permet donc de relever ce dernier défi. L'atteinte de la qualité des sols et des surfaces cultivables est préoccupante, on le sait, alors que pourtant elle constitue un enjeu majeur de la sécurité donc alimentaire mondiale. Il y a donc une véritable nécessité à développer des écotechnologies innovantes, efficaces, pour restaurer les sites, les zones et les écosystèmes qui sont dégradés, voire pollués. Face à ce vaste problème, les solutions naturelles que j'ai choisi de vous présenter s'appuient sur les capacités d'adaptation remarquables du milieu végétal. Pourquoi ? Bien, compte tenu de leur immobilisme, les plantes se développent dans un milieu souvent hostile dont elles ne peuvent s'échapper. Contraintes à l'immobilisme, donc elles n'ont finalement que deux choix pour survivre, soit s'adapter, soit disparaître. Et ceci est finalement à l'origine de mécanismes biologiques très particuliers qui leur permettent de répondre à des agressions telles que sécheresse, attaque par des herbivores, mais aussi stress-oxydant, voire pollution. C'est ce dernier point que je vais vous présenter juste après. En s'appuyant sur ces mécanismes d'adaptation du milieu végétal, eh bien, nous avons entrepris de développer le concept de restauration écologique de sites très dégradés, voire pollués. Le terme de restauration écologique est un terme extrêmement précis qui est bien cadré au niveau scientifique. L'objectif, très ambitieux, est d'essayer de reconstituer l'écosystème initial avant intervention humaine. Comment y arriver ? Eh bien, la technique qui est mise en œuvre consiste à utiliser donc, des plantes qui arrivent à survivre dans des milieux où les concentrations en éléments métalliques sont extrêmement élevées, alors que toutes les autres ont disparu. Elles font mieux que tolérer cette pollution. Elles sont capables de l'extraire au niveau racinaire en développant des mécanismes chimiques qui sont passionnants, puis à les transférer de façon sélective et à les stocker dans les parties aériennes, plus précisément à l'intérieur des vacuoles des cellules végétales, selon un procédé de protection pour éviter tout échappement, donc qui est extrêmement intéressant. Cette stratégie naturelle d'adaptation s'appelle la phytoextraction. Elle est développée en première phase de ces programmes de restauration écologique. L'objectif n'est pas de les développer à l'aide d'une technique type monoculture, comme le fait le phytomining. Bien au contraire, il s'agit d'initier la restauration écologique par l'implantation de ces espèces. En les étudiant plus finement, on s'est rendu compte que les vieilles feuilles, voire les litières qui tombent sur le sol, étaient les plus chargées en éléments métalliques, jusqu'à atteindre des teneurs extrêmement élevées, qui parlent tout de suite. La question de départ était de savoir est-ce que ces feuilles mortes ou âgées ne seraient pas de nouveaux réservoirs de métaux de transition. Pourquoi ? Eh bien, ces métaux de transition sont absolument incontournables pour synthétiser des molécules à haute valeur ajoutée dont on a besoin pour notre santé, notre bien-être ou la construction des matériaux que nous utilisons chaque jour. Ce pari a été relevé, je vais le partager avec vous. Il a consisté à transformer ces feuilles très riches en métaux en une poudre végétale activée qu'on appellera éco-catalyseurs. Des outils chimiques pour accélérer les réactions chimiques ou les rendre intéressantes, mais d'origine écologique.
Ce programme a été développé à grande échelle, sur le terrain même, et au niveau international. Si nous avons commencé en France hexagonale, très vite, il a trouvé des débouchés en Crète, en Chine et en Nouvelle-Calédonie. Je ne résiste pas au plaisir de vous partager donc l'exemple le plus démonstratif et où cette technologie est la plus adaptée, la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un territoire magnifique, qu'on qualifie parfois de terre de contraste. Pourquoi ? Eh bien, c'est un point chaud de la biodiversité mondiale, c'est évident. Son lagon est le plus beau du monde. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le taux d'espèces endémiques est tout à fait remarquable, à hauteur de 78%, donc 78% d'espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, une des explications, ce sont les conditions édaphiques, c'est-à-dire la composition chimique du sol calédonien. L'histoire géologique a introduit des teneurs élevées en éléments métalliques, dont le nickel. Le nickel est toxique pour nous, mais il est aussi pour les plantes. Et les plantes doivent survivre sur des sols riches en cet élément. Elles ont trouvé la stratégie de phytoextraction, que je vous ai exposée tout à l'heure. Vous voyez un exemple typique, l'arbre dit à la sève bleue, qui extrait du sol ce nickel, le transporte dans sa sève à des hauteurs de 20 à 25%, d'où cette couleur bleue, couleur sel de nickel, puis vient le stocker dans ses parties aériennes à haute concentration. Qui dit nickel ne dit pas simplement diversité végétale et biologique extraordinaire, dit aussi extraction de ce minerai, qui est indispensable pour nous. Quelques exemples au passage. Les revêtements en inox, tels que ce qu'on appelle l'acier inoxydable, comportent du nickel, ou aussi certaines batteries des véhicules électriques donc actuels. Donc le nickel est exploité pour nos besoins, mais l'exploitation minière occasionne bien évidemment des dégâts sur l'environnement. Le plus redoutable est certainement l'érosion des sols. En effet, les espèces végétales n'arrivent pas à reprendre après exploitation du minerai. Le minerai de nickel de Nouvelle-Calédonie est considéré comme un des meilleurs au monde, et pourtant il faut y réfléchir. Quand on surconsomme le nickel, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, c'est un minerai dont la teneur est entre 1 à 1,5% en moyenne. Ça veut dire que quand on l'extrait, on accepte d'entrer, de générer 99% de déchets dont l'utilité reste encore à trouver. Un des objectifs du laboratoire est donc d'avoir essayé de trouver une solution basée sur la restauration écologique pour limiter l'érosion de ces sols. Donc, ce programme a été développé sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Calédonie, uniquement avec des espèces endémiques. 6 hectares de restauration pour un laboratoire de recherche est un effort significatif, réalisé bien évidemment avec le support logistique des opérateurs miniers français. Ces espèces ne sont pas simplement endémiques de Nouvelle-Calédonie, mais de chaque site sur lequel nous avons travaillé. Pour déployer ces programmes, les contraintes sont nombreuses. Tout d'abord, l'altitude. Ces sites miniers sont généralement en altitude, ce qui peut être rédhibitoire pour un grand nombre d'espèces végétales. Le climat, qui n'est pas si simple, c'est 6 mois de sécheresse où il ne tombe pas une seule goutte d'eau, avec 6 mois de saison humide, où il y a des orages tropicaux violents, voire des cyclones, qui emportent facilement tous les jeunes plants installés. Mais la contrainte la plus forte, c'est quand même bien la composition du sol, que j'expliquais tout à l'heure. Beaucoup de nickel, mais aussi de manganèse, de fer, de chrome, de cobalt, qui sont problématiques pour les plantes, et un défaut avéré des éléments minéraux nutritifs nécessaires à la croissance des plantes. Très peu de phosphore, d'azote, de calcium et de potassium. Pour résoudre un tel défi, nous avons planifié ces opérations. Première opération, installer les espèces pionnières, celles qui font la phytoextraction. Vous en voyez une ici. Il y a un hyperaccumulateur de nickel, donc un arbre capable d'accumuler de très fortes concentrations en nickel, mais surtout de tolérer des concentrations élevées dans le sol et un sol dégradé. En deuxième phase, on installe des légumineuses adaptées à ces milieux ouverts et donc très stressants, qui vont permettre, grâce à un réenrichissement du sol en azote, l'augmentation progressive de la biodiversité sur les sites restaurés. Avant de passer
dans la partie opérationnelle, il faut savoir que des conditions préalables sont nécessaires. La première condition, c'est de faire un inventaire botanique à proximité de la parcelle à restaurer pour identifier donc, les espèces locales qu'on peut réinstaller sur les sites à restaurer. Quand cet inventaire botanique est maîtrisé, il s'agit alors de repérer les espèces végétales qui ont une chance de résister et donc de survivre et de grandir sur ces milieux très contraints. Quand ces espèces végétales sont sélectionnées, il faut progresser dans la compréhension de leur physiologie, qui est toujours très spécifique. Chaque espèce est particulière, a des méthodes d'assimilation des nutriments qui leur sont propres et qui sont à mieux connaître avant d'imaginer les installer et les aider à se développer. Ceci est l'occasion d'études de recherche fondamentale très fines, et ceci est pour moi l'occasion de remercier le Synchrotron Soleil qui nous a souvent accueillis et qui continue à le faire pour progresser sur une meilleure connaissance de ces espèces endémiques très spécifiques. Quand ces éléments fondamentaux sont maîtrisés, il est alors possible de passer aux opérations de terrain. Un exemple que je vais partager avec vous, c'est celui de la restauration de la mine de Méa, à côté de Kouawa, qui représente 3 hectares de restauration écologique. Que devient ce site 10 ans après? Le point de départ, c'était l'installation, vous voyez, de plus de 1600 hyperaccumulateurs de métaux, donc de plantes qui font de la phytoextraction, soit du nickel, soit du manganèse, et plus de 300 espèces fixatrices d'azote. Les 2 tiers étaient des légumineuses. Donc un protocole a été utilisé donc d'installation pour faire un suivi écologique sur le long terme pendant 10 ans. Donc vous voyez ici quelques images rapides. Donc 3 ans après l'installation de ces plants, avec comme objectif d'évaluer bien sûr le taux de survie, mais également des paramètres de croissance tels que la hauteur des plants, le diamètre, le nombre d'axes, le volume, le taux d'accumulation, ici notamment du nickel, et puis bien sûr observer si une végétation donc initiale arrive à réapparaître, voir si on arrive à développer un écosystème le plus équilibré possible, résilient et proche de l'écosystème initial. Alors, est-ce que ce programme de restauration écologique est une belle idée, un concept théorique, ou est-ce qu'il peut devenir une réalité? Eh bien, voilà quelques données que je vais vous partager, qui apportent des éléments de réponse. 10 ans après l'installation des plants, 30% de mortalité ont été observés. Ceci est très inférieur à ce qu'on obtient généralement quand on veut restaurer une forêt tropicale dégradée, où on a des taux de mortalité de 50%. Aujourd'hui, 60% des espèces sont des espèces qui se sont installées spontanément. Ce qui est intéressant, c'est que parmi elles, 75% figurent sur l'inventaire botanique initial avant intervention. Et parmi ces 75%, 85% sont endémiques, 14% sont indigènes, aucune plante exotique envahissante n'a été observée. Ces jolis résultats sont confirmés par des mesures d'indice de diversité végétale du domaine qui sont extrêmement prometteurs. Donc on peut dire oui, la restauration écologique au sens propre du terme est quelque chose de possible, à condition de travailler sur le long terme. Lors de ces opérations, il y a des plantes auxquelles on s'attache. En voilà une tout particulièrement, qu'on qualifie de notre star sur le terrain. Elle s'appelle Grevillea rubiginosa. Préparée en pépinière initialement pendant 18 mois, on l'a installée quand elle avait acquis une certaine maturité, 15 cm d'amplitude, sur une verse stérile, et puis on a suivi progressivement sa croissance. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle se développe de façon intense. De nouveaux plants sont apparus, 58, 47 sont en fructification, et donc ces arbres, aujourd'hui, ont atteint une hauteur qui est digne des plants sauvages qu'on peut trouver en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, beaucoup la qualifient d'espèce végétale à croissance lente, alors que dans ces opérations, sa taille a été multipliée par 6 en 10 ans, son diamètre x 8, son volume x 130, elle fait énormément de ramifications, et en fait, tous ces paramètres de croissance sont 2 à 5 fois supérieurs à l'ensemble des espèces pionnières installées.
Autre point intéressant, quand on étudie les litières de ces feuilles et les feuilles, donc les vieilles feuilles de cette espèce, on arrive à trouver en moyenne 4000 ppm de manganèse, 4 mg par gramme de feuilles sèches, ce qui est remarquable, exceptionnel, et bien sûr, ça suggère tout de suite une idée de valorisation. Pour les chimistes qui sont présents ici, je pense que vous avez tous anticipé, manganèse, oxydation. Et ceci est à propos puisque beaucoup d'oxydants conventionnels sont malheureusement toxiques ou étotoxiques. Ils sont d'ailleurs mis en défaut par la réglementation REACH, la réglementation européenne de la chimie, un outil très précieux que seule l'Europe a développé et qu'il faut soutenir et développer. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et moteur d'innovation. Alors comment développer de nouveaux oxydants qui ne vont pas rentrer donc dans les défauts et les problèmes des oxydants conventionnels? La meilleure solution est souvent de s'inspirer de la nature pour y trouver des solutions viables sur le long terme. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une inspiration directe de la photosynthèse, cette usine chimique merveilleuse dont les mécanismes biologiques et chimiques sont très subtils. D'ailleurs, certains sont toujours donc des questions scientifiques. Vous en connaissez quand même le bilan global. Il s'agit donc très clairement d'utiliser la lumière solaire pour transformer le gaz carbonique en sucre, l'énergie des plantes, un petit peu comme nous. Mais en amont de cette grosse transformation, eh bien, il y a une réaction d'oxydation, l'oxydation de l'eau en dioxygène. Cette réaction d'oxydation n'est pas si simple et elle est facilitée par ce qu'on appelle un cluster bimétallique. C'est un oxyde mixte de manganèse et de calcium. Alors pourquoi je vous rappelle quelque chose que les chimistes connaissent bien? Eh bien, quand nous avons étudié au synchrotron de soleil Grevillea rubiginosa, nous avons mis en évidence que cette plante, en fait, co-assimilait le calcium et le manganèse. Elle le colocalise dans la plupart des organes, y compris dans les feuilles. Ainsi, un traitement très sobre et très direct des feuilles a permis de générer un oxyde mixte manganèse-calcium mimétique de celui de la photosynthèse. Donc ce résultat très excitant a été étudié pour examiner son potentiel en réaction d'oxydation en chimie. Tous les mécanismes ont été étudiés, mais compte tenu du temps imparti, je ne vous en présenterai qu'un. Il s'agit ici des époxydations, car c'est un exemple typique où les réactifs classiques sont mis en défaut par la réglementation REACH. Eh bien, ces feuilles de Grevillea rubiginosa ont été transformées en un écocatalyseur de manganèse qui fonctionne avec des traces de manganèse, 200 fois moins de manganèse qu'un agent antioxydant classique, dans des conditions très éco-responsables, en tous les cas, qui répondent en tout point au principe de la chimie verte. Cette réaction peut être réalisée sur des exemples difficiles, délicats, tels que celui du pinène, une molécule naturelle très abondante dans le pain, dont l'époxyde est extrêmement fragile. Les conditions douces utilisées permettent de préserver l'époxyde de sa dégradation. La double époxydation du limonène, une autre molécule naturelle, est également possible, alors que beaucoup d'oxydants se limitent à la monoépoxydation. Pourquoi je vous parle de ces deux réactions? Eh bien, les époxydes correspondants sont de très belles alternatives au bisphénol A et à l'épichlorhydrine pour construire les polymères plastiques biodégradables qui deviennent une nécessité actuelle. Quand on travaille sur la restauration des écosystèmes terrestres, ce qui surprend très vite, c'est le continuum de pollution qu'il peut y avoir entre le sol et l'eau. Alors effectivement, si les sols sont dévégétalisés, eh bien les sols sont lessivés lors des épisodes pluvieux, vont entraîner la pollution vers le milieu aquatique, qui est un redoutable transporteur de pollution. Et en période d'inondation, un petit peu comme en ce moment, eh bien l'eau va à son tour contaminer les sols. Donc c'est un cercle vicieux qui est très problématique, puisqu'on connaît tous le problème de l'eau, l'urgence de l'eau en termes de préservation, tant au niveau de sa quantité que de sa qualité. D'ailleurs, vous le savez certainement, mais à l'horizon 2050, il est très probable que nous soyons tous confrontés à la rareté de l'eau douce. Il est possible aussi que ceci devienne une cause supplémentaire de conflits armés internationaux qui s'ajouteront aux problèmes actuels. C'est d'ailleurs le cas à certains endroits.
On ne peut pas rester indifférent face à ce scénario, donc nous avons essayé de nous y intéresser et d'y apporter notre contribution. La stratégie, là aussi, repose sur l'utilisation du milieu végétal, en particulier étudier plus finement des plantes aquatiques flottantes. Pourquoi flottantes ? Eh bien, quand on y pense, une plante flottante, pour survivre, est dans des conditions extrêmement difficiles. C'est un véritable défi pour elle pour se nourrir. Ainsi, par exemple, vous voyez cette plante ici avec ses belles parties vertes. Pour produire sa chlorophylle, elle a besoin de magnésium qui est à l'état extrêmement dilué dans l'eau. Et pourtant, certaines plantes, en particulier les plantes flottantes, le font avec une efficacité remarquable. D'ailleurs, quand on approfondit cette étude, eh bien, on se rend compte que les plantes aquatiques flottantes, exotiques, envahissantes sont les plus performantes. Une cause peut-être à réfléchir pour leur caractère envahissant. Ce qui a été intéressant, c'est de comprendre comment ces plantes arrivaient donc à se nourrir dans ces conditions difficiles. Pourquoi ? Quand elles rencontrent un élément minéral qui n'est pas un élément nutritif, mais un élément polluant, elles le captent avec la même efficacité. Bien sûr, elles ne les différencient pas. Ces plantes aquatiques envahissantes le font à des concentrations qui sont très surprenantes, qui sont très élevées. Alors on a cherché à comprendre et on s'est rendu compte que ces plantes avaient un fonctionnement qui n'avait rien à voir avec les plantes terrestres de tout à l'heure. Elles sont ici assez passives et tout se comprend au niveau de la structure moléculaire du système racinaire, dont on a pu mettre en évidence que plus elles étaient performantes, plus elles étaient riches en hémicellulose, donc plus elles étaient denses en fonction carboxylate, qui sont des entités moléculaires très efficaces pour capter des éléments nutritifs. Puisque ces plantes performantes sont envahissantes, on ne peut pas les utiliser vivantes. Le risque d'échappement et de prolifération est trop important. Mais puisque finalement tout se passe à l'échelle moléculaire, à l'échelle du nanomètre, eh bien l'idée a été de les transformer en poudre végétale, avec des grains qui sont à peu près d'1 millimètre, donc très supérieurs aux entités moléculaires à l'échelle du nanomètre qui captent les éléments polluants. Donc ces poudres végétales conservent les propriétés de séquestration des plantes vivantes, mais elles sont devenues inoffensives. Et comme la nature fait très bien les choses, eh bien, il y a aussi une sélectivité de capture des éléments métalliques en fonction de la nature de l'espèce végétale. Ceci a pu être étudié d'un point de vue très général au niveau du laboratoire, en montrant que ces poudres végétales permettaient de capter des éléments métalliques dans des effluents industriels stratégiques, qu'il s'agisse de platinoïdes ou de terres rares, d'éléments métalliques primaires, c'est-à-dire plus communs, mais qui sont en voie de raréfaction au niveau mondial, et d'éléments métalliques toxiques, j'en citerai un très évocateur, l'arsenic. Donc, ces résultats de recherche ont été bien étudiés en profondeur, et pour assumer le plus loin possible ces travaux et faciliter leur transfert vers le milieu industriel, eh bien, nous avons créé des démonstrateurs sur site, à proximité des effluents, qu'il fallait traiter. Ceci nous a permis de valider et de montrer la robustesse de la technique à grande échelle et même de l'automatiser. Ceci a été réalisé à différents endroits de la région Occitanie avec de jolis résultats que nous partageons actuellement avec le BRGM. Les poudres végétales gorgées de métaux, là aussi, ne vont pas être des déchets. Au contraire, on va à nouveau les concevoir comme des réservoirs de métaux de transition et les transformer à leur tour en éco-catalyseurs. Ceci nous a permis de définir toute une famille de nouveaux éco-catalyseurs dont le potentiel en chimie organique a été particulièrement intéressant, avec des propriétés de catalyse acide, donc extrêmement larges, de bons catalyseurs d'oxydation, de réduction, de réaction de couplage croisé, mais aussi ce qu'on appelle des catalyseurs Janus, qui peuvent cumuler ces propriétés. Leurs particularités, elles sont doubles. D'abord, leur structure. On voit un exemple ici, qui dérive de Grevillea rubiginosa, l'écomanganèse et résulte de l'auto-assemblage du manganèse, métal de transition extrait par la plante, qui s'auto-associe avec les éléments minéraux de l'espèce végétale. Ainsi, ces catalyseurs sont nouveaux,
de structures qui n'ont rien en commun avec les catalyseurs d'origine minière. Ils sont extrêmement différents. Plus complexes au premier abord, mais ils ont montré une richesse en termes de sélectivité dans les applications qui ont été étudiées. Leur autre particularité, c'est leur morphologie. L'exemple est typique ici. Ici, vous voyez un écocatalyseur à base de palladium. Toutes les petites taches blanches que vous voyez ici sont des nanoparticules de palladium, toutes petites, de 2 à 4 nanomètres. Mais pour la première fois ici, elles sont stables, elles ne s'agrègent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles sont particulièrement bien dispersées et stabilisées sur cette matrice que vous voyez en gris, qui est constituée des éléments minéraux de la plante. Ceci permet d'utiliser ces catalyseurs avec de très faibles charges catalytiques. À quoi servent ces travaux de recherche ? Eh bien, aujourd'hui, les travaux sont orientés donc vers 2 objectifs. Le premier, c'est de faire du recyclage écologique de métaux stratégiques, tels que définis par la littérature scientifique. Et j'en donnerai un exemple, l'exemple le plus important actuellement, c'est l'élément palladium. Pourquoi s'intéresser au palladium en particulier ? Eh bien, le palladium est indispensable dans des applications nombreuses. Bien sûr, vous pensez peut-être aux pots catalytiques des voitures. Moi, je suis plus sensible à l'utilisation des catalyseurs de palladium dans l'industrie pharmaceutique. Et oui, il faut savoir qu'un tiers des médicaments récents ont besoin d'un catalyseur au palladium pour être produits. Or, le problème, c'est que ce palladium est assez rare et n'est présent principalement que dans 2 pays, et le plus gros producteur de palladium est la Russie. Vous avez donc tous compris les enjeux d'approvisionnement en palladium. Il est donc urgent d'apprendre à recycler ce palladium utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Donc celui-ci est très étudié au laboratoire, vu les enjeux, dans 2 projets. Donc je remercie au passage le soutien du CNRS pour ces 2 projets. Un projet à risque baptisé Écopalladium. Nous apprenons à recycler donc le palladium de ces effluents et à en faire des écocatalyseurs pour revisiter, repenser la synthèse donc, de médicaments anticancéreux récemment agréés. Et enfin, un projet de prématuration Ecomed dont l'objectif est d'utiliser toutes ces connaissances pour répondre aux vastes problèmes de souveraineté sanitaire, reproduire des médicaments en France en étant capable de combiner bénéfices économiques et écologiques. Dans un travail scientifique, il est toujours important de prendre un petit peu de recul, de faire une pause et d'analyser la démarche. La meilleure démarche est l'analyse de cycle de vie. Même si elle est qualitative, elle est toujours très informative. Ainsi, nous allons essayer de comparer ce qu'est la catalyse classique avec l'écocatalyse. La catalyse classique, qui je rappelle est indispensable pour construire beaucoup de molécules à valeur ajoutée, commence par l'extraction des minerais avec, vous l'avez vu, donc un problème au niveau de la perte de biodiversité, mais surtout l'érosion des sols qui va engendrer la pollution des systèmes aquatiques. Quand le minerai est extrait, il doit ensuite être traité par des procédés métallurgiques qui ont forcément une empreinte environnementale élevée. Puis après, ce catalyseur va être utilisé pour construire les molécules dont on a besoin. L'écocatalyse propose une démarche très différente. Elle repose sur la dépollution d'effluents industriels. Comment ? Grâce à ces poudres végétales qui sont issues des espèces exotiques envahissantes dont nous essayons de développer une gestion durable et utile à double titre pour préserver la ressource en eau de la pollution métallique, mais également préserver la vie aquatique qui est menacée par la pression exercée par les espèces exotiques envahissantes. Ces poudres végétales gorgées de métaux sont devenues alors des écocatalyseurs qui sont mis en œuvre dans des procédés de synthèse les plus sobres possibles pour limiter leur empreinte environnementale, automatisés, là aussi, pour montrer leur robustesse, et bien sûr, ces écocatalyseurs sont toujours recyclables. On peut voir donc qu'à l'interface de l'écologie scientifique et de la chimie, on arrive à répondre à un certain nombre d'objectifs du développement durable tels que définis par l'ONU. On a vu comment on pouvait transformer une plante qui pose problème, une espèce exotique envahissante en milieu aquatique, en quelque chose d'utile. Je vous propose la même démarche pour d'autres espèces exotiques envahissantes,
mais cette fois-ci en zone humide. Pourquoi les zones humides? Eh bien, les zones humides sont fondamentales pour la régulation du climat. En période d'inondation, comme en ce moment, elles absorbent l'excédent d'eau, ou l'été, en période estivale, quand il fait très chaud, elles absorbent l'excédent de chaleur. Et pourtant, les zones humides disparaissent 3 fois plus vite que nos forêts, pour des raisons différentes. Surconsommation d'eau, on les assèche, pollution, et puis ces fameuses espèces exotiques envahissantes. L'une d'entre elles est très significative, Fallopia japonica, connue sous le nom commun de renouée du Japon, que vous connaissez très probablement, puisque c'est une des espèces les plus envahissantes au monde, mais très présente en Europe et en particulier en France. La dynamique de cette espèce est redoutable et elle ne laisse aucune chance aux plantes indigènes. Ainsi, ces dernières années, les gestionnaires des bassins versants ont mis en œuvre donc des techniques d'éradication, d'excavation des rhizomes et des systèmes racinaires pour essayer de s'en débarrasser. Donc, ces techniques, bien sûr, ne sont pas sélectives et détruisent l'écosystème, et elles sont extrêmement lourdes à mettre en œuvre, elles coûtent cher, et si on oublie un moindre petit morceau de racine, la reprise est inévitable. Donc c'est un véritable découragement. Face à ce scénario que nous avons vécu en direct avec les gestionnaires, nous sommes appuyés sur une analyse de cycle de vie pour étudier une autre technique beaucoup plus douce, des fauches intensives et répétées pour affaiblir ces renouées exotiques, qu'elles ne puissent plus faire de photosynthèse et qu'elles épuisent les nutriments qui restent dans les rhizomes. Ces fauches intensives et répétées présentent bien sûr un risque. Il ne faut pas libérer de fragments ou de morceaux dans la nature qui seraient une cause de reprise. Nous avons donc créé un comité d'éthique avec l'Office français de la biodiversité, le ministère de l'écologie et l'UCN et la Compagnie nationale du Rhône pour travailler conjointement à la mise en place de ces fauches intensives. Le travail ne repose pas que sur des fauches répétées, il repose aussi sur un suivi écologique le plus strict possible pour voir comment répondent les renouées exotiques quand on leur fait subir ce traitement sur plusieurs années. En tant que nombre de pousses, développement du diamètre, du nombre de feuilles, bien sûr, donc toutes ces mesures de dynamique et de croissance sont mesurées. Et on peut voir ici, à travers un exemple, qu'au bout de 2 ans, finalement, on n'arrive plus à faire naître, à développer de nouvelles pousses. Quand elle est affaiblie, ce qui est intéressant, c'est d'observer la reprise de la diversité végétale qui est faite la plus soigneusement possible pour voir si des espèces indigènes reviennent. Donc tout ce travail prend beaucoup de temps, bien sûr, mais est extrêmement intéressant et il génère, vous en doutez, beaucoup de parties aériennes fauchées lors de ces actions. Alors là encore, la réflexion était que peut-on faire d'utile avec toutes ces parties aériennes fauchées ? Alors c'est là où l'interaction chimie-écologie est excellente, car quand on a essayé de comprendre la physiologie particulière de ce renoué exotique, on a vu que celle-ci se traduisait par une composition minérale hors norme. En particulier, une richesse en éléments minéraux très intéressants, le magnésium et le potassium. Ceci nous a permis donc de valoriser ces poudres végétales pour cette double composition en éléments minéraux d'intérêt pour la chimie. Une nouvelle famille d'éco-catalyseurs qui nous a permis de produire des molécules à haute valeur ajoutée. Je vais vous en présenter un exemple, mais avant, je vais vous présenter la démarche qu'on a essayé de mettre en place pour utiliser ces nouveaux éco-catalyseurs. L'objectif était de montrer que la chimie peut être extrêmement exigeante en matière de naturalité et de durabilité. Alors, ces éco-catalyseurs dérivés des renouées exotiques ont été utilisés pour transformer des molécules naturelles issues de ressources végétales abondantes et labellisées bio par l'agriculture biologique. Ces éco-catalyseurs ont été mis en œuvre sans aucun solvant, avec aucune production de déchets. Donc le produit a pu donc obtenir des labels du domaine. Quel domaine ? Je vais vous partager l'exemple qui me tient le plus à cœur. Il s'agit de trouver des solutions, des alternatives pour remplacer les silicones volatiles. Les silicones volatiles sont des composés de synthèse qui n'existent pas dans la nature, avec des liaisons extrêmement stables.
Donc ce sont des molécules qui ne sont pas biodégradables ou extrêmement difficilement. Un grand nombre d'entre eux sont également des produits qui sont toxiques. D'ailleurs, l'Union européenne en a interdit un grand nombre à partir de 2022. Certains sont encore utilisés et ils sont, il faut le dire, très appréciés pour leur onctuosité, leur toucher très agréable dans plein d'applications, des gels, des shampoings, des après-shampoings, etc. Comment les remplacer? On a trouvé des composés dont les propriétés étaient très proches des silicones volatiles. Ce sont des esters gras insaturés. Comment les préparer? Eh bien, précisément, en utilisant les écocatalyseurs qui dérivent de la renouée du Japon et en transformant les triglycérides d'huile végétale grâce à ces écocatalyseurs. On obtient alors les esters gras qui sont des substituts naturels possibles au silicone volatile. Le problème qui se pose est de savoir quelle huile transformer. Il n'était pas cohérent d'utiliser une huile en compétition avec un usage alimentaire. Il n'était pas non plus opportun de faire la même erreur qu'avec l'huile de palme, où on a transformé le palmier en arbre industriel au mépris de la biodiversité locale. Quelle huile est abondante et dans quel cas il est intéressant de pouvoir la valoriser et la transformer en substitut au silicone volatile? Eh bien, l'exemple le plus intéressant est l'huile de Balanites, que certains connaissent très bien ici. Pourquoi l'huile de Balanites? Eh bien, le Balanites est l'arbre phare du projet de la Grande Muraille Verte. C'est l'arbre du désert qui est implanté massivement pour limiter l'avancée du désert dans le Sahel et donc participer au programme de reforestation de ces zones. Donc ainsi, être capable de valoriser en fait, les graines donc, de cet arbre planté donc, en abondance est une façon de le valoriser et de trouver une solution pour soutenir dans la durée ce joli programme. Donc, la démarche qui est relative à la recherche de ces substituts au silicone me semble intéressante à partager. Vous avez vu qu'elle repose sur des produits qui sont 100% biosourcés et 100% biodégradables. La nature les connaît bien. Un certain nombre de ces esters gras sont d'ailleurs des phéromones d'abeilles. La synthèse a été réalisée sans intrants pétrosourcés ou miniers, uniquement à l'aide de ressources naturelles abondantes. Aucun entrant toxique ou étotoxique. Et on peut voir donc à travers cette démarche en fait, que la chimie a rendu deux services à la biodiversité. Soutenir un programme de régénération forestière dans le désert sahélien, en valorisant l'huile que je viens d'exposer, et finalement participer à la préservation des zones humides en apportant, je vais dire, donc un soutien aux efforts de gestion des renouées exotiques. Donc c'est cette démarche qui nous intéresse. Le point de départ est bien d'essayer de conserver, voire de restaurer les écosystèmes. Ceci nous amène finalement à donner de nouvelles valeurs écosystémiques aux plantes que nous étudions et permettre de prouver définitivement qu'il est tout à fait possible de concilier bénéfices écologiques et économiques. Pour finir, j'aborderai maintenant celui des espèces exotiques envahissantes animales, en particulier des arthropodes, qui sont vecteurs de maladies infectieuses. Pourquoi s'y intéresser? Eh bien, l'OMS a récemment publié des chiffres qui portent à réflexion. 17% des maladies infectieuses sont dues aux insectes vecteurs d'agents pathogènes. Alors, il y en a un qu'on connaît bien en France, qui est déjà présent dans le sud de la France, qui n'a pas attendu l'été. Il s'agit d'Aedes albopictus, le moustique tigre, dont l'installation en France est fulgurante, puisqu'il s'est installé dans la plupart des départements français, définitivement, il faut bien l'admettre. Et il fait partie de ces vecteurs d'agents pathogènes, puisqu'à lui seul, il est capable de porter une dizaine de virus. Vous en connaissez certainement, car le nombre de cas autochtones augmente chaque année. L'année dernière, eh bien, des cas de chikungunya et de dengue ont été répertoriés de façon croissante. Donc la question est donc de savoir comment s'en protéger, mais sans causer de dommages, en respectant la santé environnementale et la santé humaine. Donc, quelle méthode de protection peut-on mettre au point en respectant ce cahier des charges? Là encore, la meilleure solution, eh bien, c'est de s'inspirer de la nature, et en particulier s'inspirer du langage de la nature. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je vais vous partager une petite vidéo qu'on va voir dans très peu de temps, dans quelques semaines,
Donc on aura le bonheur de voir la lavande attirer son meilleur pollinisateur, donc le bourdon. Donc avec son corps velu, effectivement, il va transporter beaucoup de pollen. Et il est toujours impressionnant de voir donc, que cette lavande l'attire très préférentiellement. Comment fait-elle? Eh bien, elle envoie ce qu'on appelle un bouquet floral, qui a une odeur irrésistible pour ce bourdon, qui est séduit et qui va donc être attiré par la lavande. Plus scientifiquement, ce bouquet floral, c'est un mélange de molécules volatiles pour être transportées par l'air, mais de structure et de concentration extrêmement précises. C'est la communication chimique de la nature entre une plante et un insecte, qui relève d'une discipline qu'on appelle l'écologie chimique. On connaît de mieux en mieux le phénomène d'attraction, l'interaction de ces molécules volatiles avec les récepteurs des insectes, par exemple du bourdon. L'hypothèse que l'on a faite, c'est que les mécanismes de répulsion devaient être similaires à ceux de l'attraction. Ainsi, l'objectif était alors de trouver des molécules qui allaient cibler un maximum de récepteurs de ce fameux moustique tigre pour maximiser l'efficacité de la répulsion. En d'autres termes, il s'agissait de trouver des interactions combinatoires entre un mélange de molécules répulsives naturelles et un grand nombre donc, de récepteurs. Donc, ceci a pu être établi et a conduit à un mélange de molécules naturelles, donc très répulsives, non toxiques bien sûr et non allergisantes également, dont le taux de répulsion donc, est très élevé et n'a rien à envier aux produits du commerce. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que son innocuité est parfaite, au-delà de sa performance, contrairement à certains produits du commerce dont on a maintenant mis en évidence la toxicité. Donc, naturalité et performance, là aussi, sont compatibles. D'ailleurs, donc les produits correspondants ont été labellisés éco-garantis. Donc, il est temps maintenant de conclure, et de conclure sur, à mon sens, la responsabilité qu'on peut avoir dans l'usage sociétal des activités de recherche. Je pense qu'on le sait tous, nous avons un besoin urgent de réponses concrètes aux mutations géopolitiques, économiques et écologiques. J'espère vous avoir convaincu que cette chimie durable, en lien étroit avec l'écologie scientifique et une prise de responsabilité éthique, est en mesure de fournir des réponses dans un souci permanent de prise en compte de dégradation des écosystèmes, de l'accès limité aux ressources, d'économie de la coopération, d'humilité et de respect de toutes les formes de vie. Cette démarche scientifique est volontairement optimiste et constructive, c'est pourquoi je vous propose de la partager tous les mardis matins à partir du mardi qui vient jusqu'à fin mai. Elle est aussi la conséquence d'un travail collectif qui a impliqué un grand nombre de jeunes scientifiques, dont certains sont présents ici et d'autres nous écoutent depuis Montpellier, d'un soutien fort du CNRS et de CNRS Innovation, que je remercie très sincèrement, de tous les curieux de sciences, étudiants, enseignants, chercheurs et passionnés de nature que j'ai croisés et qui souhaitent revisiter les problèmes actuels avec une nouvelle curiosité orientée vers l'utilité des recherches scientifiques. C'est cet optimisme soutenu par des connaissances scientifiques interdisciplinaires qui permettra d'affronter la réalité, de réfléchir, mais aussi d'agir face à la crise écologique actuelle. Merci de votre écoute.